Bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, Comment ça va? va et vous. Ça va. Hop, bon, du coup, je vous ai trouvé des petites choses par rapport à ce que vous m'avez envoyé. C'est pas bien compliqué, mais du coup, on va quand même le faire dans les grandes lignes. Bon, il n'y aura pas d'examen là-dessus. Je pense pas sincèrement que vous reverrez ça l'année prochaine, ou alors vous allez le voir sous forme d'études de documents ou de choses un peu comme ça. Mais au moins, on fait ça pour aujourd'hui. Vous me direz du coup que si vous avancez pas forcément, enfin, si vous avancez plus dans le programme et que du coup on finit bien le cours aujourd'hui, est-ce qu'il y a besoin qu'on fasse un cours la semaine prochaine? Je vous laisse voir avec papa. Moi, personnellement, je pense que s'il n'y a rien d'autre à revoir et qu'on avance bien là, il n'y a peut-être pas forcément besoin de refaire un cours la semaine prochaine. Donc, je vous laisse voir et en discuter avec votre père et on se tient au courant là-dessus. Est-ce que ça vous va? Oui. Ok. Alors, donc le sujet d'aujourd'hui, ça va parler un peu de la composition de la Terre et des plaques équatoriales et tout ça. Qu'est-ce que vous pouvez me dire? Est-ce que vous vous souvenez de certaines choses quand vous aviez fait ce cours-là? Alors, même si vous aviez regardé que des vidéos, qu'est-ce que vous avez regardé par rapport à ça et qu'est-ce que vous vous souvenez? Euh, il y a plusieurs types de couches Ouais, vous vous souvenez des noms de la couche, des couches ou pas? sédimentaires. Non. Ça, c'est les types. C'est les types de constituants qu'on va trouver plus tard. Des types de roches sédimentaires et tout ça. Au niveau des compositions de la Terre, il y a trois couches. On a la croûte, le manteau et le noyau. Est-ce que vous savez, parmi les trois, laquelle est la plus superficielle? Le manteau, Non. la croûte. Ouais, la croûte. Dites-vous, pour essayer de vous remémorer le truc, bah, c'est un peu dans le sens contraire, ouais, l'exemple que je voulais vous donner, mais c'est comme si votre manteau, il était abîmé, et du coup, vous posez un patch dessus, une espèce de croûte pour votre manteau. Après, vous avez votre manteau, et ensuite, vous avez votre noyau. C'est un peu... Bon, l'exemple n'est pas forcément ouf, mais d'abord, vous avez, en plus superficiel, vous avez la croûte, puis après, vous avez le manteau et le noyau qui protège. OK? La croûte, c'est constitué de quoi? Est-ce que vous savez ou pas du tout? Euh, non, pas du tout. La croûte, il y a deux types de croûtes qui sont soit superposées, soit différentes. Dans le sens où on a la croûte continentale, ok? Et elle est plus fine, plus épaisse, pardon. La croûte continentale est plus épaisse que la croûte océanique. La croûte océanique, elle est environ entre 6 et 10 km et elle est composée de basalte et de gabbro. C'est les deux sédiments principaux que vous pouvez retrouver. La croûte continentale, elle est entre 30 et 70 km et elle est composée de roches type granit. OK? Oui, Ça va pour ça? oui, c'est bon. Le manteau, lui, du coup, on a dit, il est en dessous de la croûte et lui, il a une profonde, enfin, il est beaucoup plus large que la croûte, beaucoup plus épais. On est à environ 2900 km de profondeur. Au niveau des constituants du manteau, on a des péridotites donc, qui sont riches en olivine et en pyroxogène. C'est des éléments importants qu'on peut retrouver, c'est des minéraux qu'on retrouve sur ces couches-là. Et pareil, encore une fois, le manteau lui aussi est divisé en deux couches. On a le manteau supérieur et le manteau inférieur. À votre avis, lequel est le plus, on va dire comment, le plus solide? Continent inférieur. Comment? Inférieur. Ouais, le manteau inférieur, il est plus solide dans le sens où c'est vraiment celui qui va être autour du noyau. Et donc, le noyau, comme c'est assez fragile, on va dire ça un peu comme ça, il faut que ça ait une bonne protection. Donc, le manteau inférieur, donc qui est lui le plus proche du noyau, est très solide et très rigide. Il bouge pas et il laisse pas trop les particules passer dans le sens où il protège vraiment le noyau. Le manteau supérieur, c'est ce qu'on va retrouver au niveau de l'atmosphère en règle générale. Et du coup, il est beaucoup plus friable, beaucoup plus déformable et il laisse passer plus de particules. OK? Oui. Le noyau. Le noyau, sans forcément regarder ce qui est dit là, qu'est-ce que ça vous fait penser à quoi le noyau? C'est quelque chose qui se situe au milieu. Ouais, le noyau, c'est quelque chose de central, c'est ce qui est constitué au milieu. Donc, si on prend la Terre, en gros, c'est le centre de la Terre, c'est le point le plus au milieu.
Il est situé donc où par rapport aux couches qu'on a dit juste avant? Et au tout dernier. Comment? Tout dernier. Oui, mais Tout il en est situé au-dessus ou en dessous de ah, quoi? en dessus. Sous. De quoi? En dessous des manteaux. Du manteau et de quelle couche du manteau? Et continental. Non, la couche continentale, on est sur la croûte. Ah, C'est pas un manteau, c'est la croûte. Croûte continentale, croûte océanique, manteau supérieur ou manteau inférieur. bah, inférieur. Oui, le noyau, il est en dessous du manteau inférieur. Comme je vous ai dit, le manteau inférieur, c'est celui qui est le plus dur, c'est celui qui est le plus rigide. Donc, c'est celui qui veut protéger au mieux le noyau. Donc, vous avez, si on reprend dans un ordre un peu à l'inverse, vous avez votre noyau, le manteau inférieur, le manteau supérieur, la croûte océanique ou la croûte continentale. OK? Oui. OK. Donc, le noyau, lui aussi, il est divisé en deux parties. Vous avez ce qu'on appelle le noyau externe et le noyau interne. Le noyau externe, c'est une espèce de couche du noyau qui est liquide. Et au niveau des constituants minéraux, on retrouve principalement du fer et du nickel. Et c'est cette partie-là du noyau qui est responsable de ce qu'on appelle le champ magnétique terrestre. C'est ça qui, quand vous lâchez quelque chose, ça tombe. Pourquoi? C'est dû à cette couche du noyau externe. OK? Oui. Le noyau interne, lui, c'est vraiment, si on devait comparer, si vous prenez un abricot, typiquement, vous voyez l'abricot, le noyau est très solide, vous avez cette espèce de couche un peu externe. Est-ce que vous avez déjà ouvert un noyau d'abricot? Non. Non, parce que c'est très dur. De toute façon, dans tous les cas, un noyau, c'est hyper compliqué à ouvrir. Mais imaginez qu'au moment où vous ouvrez votre noyau, déjà, vous avez du mal à cacher la couche du noyau externe parce qu'elle est dure et composée de liquide et tout ça. Et à l'intérieur, vous avez de votre noyau une mini graine. Donc, c'est quelque chose de vraiment tout petit et du coup qui est encore plus solide. Et au niveau des minéraux, on a du fer, mais de type cristallisé. Et c'est important de faire la différence parce que le noyau externe, on a dit que c'était une couche qui est liquide, alors que le noyau interne, c'est pas liquide, du coup, c'est cristallisé et c'est solide. OK? Au niveau de la densité, elle est beaucoup plus élevée. C'est-à-dire que sur le fer cristallisé, c'est comme si vous prenez du sucre et que votre sucre il est liquide, bah, vous êtes d'accord que au niveau d'une concentration entre du sucre liquide et du sucre solide, la concentration de sucre solide est plus importante que la concentration de sucre en liquide. Quelque chose de Ok. liquide est beaucoup plus décondensé que quelque chose de solide. Ça va avec ça ou pas? Oui. Ok. Ensuite, les altitudes et la croûte terrestre, on les présente du coup dans deux milieux. Il y a le milieu continental et le milieu océanique. Et c'est là où je vous ai dit tout à l'heure, c'est important de différencier la couche continentale et la couche océanique parce que c'est deux choses différentes. Océanique, ça va faire référence à quoi? De l'océan. OK? Et du coup, continental? La Terre. La Terre, effectivement. Ce qui signifie qu'au niveau d'un, tu vois, on va prendre ce schéma-là après pour expliquer un petit peu mieux, mais l'altitude moyenne en fait du milieu continental, de la croûte continentale, elle est environ à plus 840 mètres au-dessus du niveau de la mer. Donc imaginez, vous êtes au bord de la plage, vous avez une différence entre la croûte océanique qui va se situer à la profondeur en dessous la mer, autrement dit. Vous voyez, quand vous allez vous baigner, là où vous avez pied, à partir du moment où vous avez pied, c'est ce qu'on appelle la croûte océanique. Bon, il faudrait quand même aller vachement plus loin dans le sens pour évaluer ces bonnes longueurs. Mais du coup, la croûte océanique, elle est évaluée en moins, parce qu'on va partir du dessous du niveau de la mer. Donc, on est à environ moins 3800 mètres au niveau du dessous de la mer. Alors que la croûte continentale, elle est beaucoup plus épaisse, mais on la calcule au niveau de l'altitude moyenne au-dessus du niveau de la mer. On est à 840 mètres. Est-ce que jusqu'ici, vous comprenez ou pas? Oui. J'ai pas entendu. Oui. Ok. Du coup, si je résume, enfin, si je fais juste une petite question pour voir si vous avez bien suivi, on calcule comment la croûte océanique?
Comment est-ce qu'on calcule la croûte océanique? Euh, On part du négatif. Oui, mais comment? Bah, Comment est-ce que vous calculez la croûte continentale? L'altitude moyenne de la croûte continentale, elle se calcule comment? Comment? en positif. Oui, mais par rapport à quoi? Une attitude moyenne. Non? Vous avez écouté ce que j'ai dit ou pas? Mm. J'ai l'impression qu'il n'y en a qu'une des deux qui est concentrée. Donc j'aimerais bien que vous soyez concentrées toutes les deux. D'accord? Je répète. L'altitude des croûtes continentales, elle se calcule par rapport au niveau de la mer. La croûte continentale, on va la calculer par rapport au niveau au-dessus de la mer. Donc à plus 840 mètres en moyenne. C'est une altitude moyenne, au-dessus du niveau de la mer. La croûte océanique, elle, donc on parle du milieu océanique, on va le calculer à partir du dessous du niveau de la mer. Donc, en règle générale, on a moins 3800 mètres. OK? Et- Est-ce que c'est vraiment bon pour toutes les deux là? Vous avez bien compris? Oui. OK. Qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport à la lithosphère? Est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Est-ce que vous savez ce que c'est que la lithosphère? Non. La Non. lithosphère, c'est ce qu'on appelle le mélange entre la croûte et le manteau. Rappelez-moi juste où est située la croûte et où est situé le manteau par rapport au noyau. Ok. Supérieur. Ouais. Et le manteau? Au milieu. Au milieu. Ok, très bien. Donc, la lithosphère, ça recoupe la couche extérieure et la couche du milieu. Et donc, c'est ça qui va former les plaques tectoniques. Vous savez ce que c'est, les plaques tectoniques? Oui. C'est quoi? Et la terre qui bouge. Alors, si on dit juste la terre qui bouge, je pourrais vous dire, bah, c'est un tremblement de terre alors. Ah, non. C'est les plaques qui s'écartent. Ouais, alors, ça, c'est ce qui se passe dans le cas d'une catastrophe naturelle, d'un séisme ou d'un tremblement de terre et tout ça. Mais en soi, la plaque tectonique, c'est des plaques qui sont au niveau de, enfin, ces plaques qu'on appelle les plaques lithosphériques. Donc, comme on a dit, c'est la lithosphère, donc le mélange de la croûte et du manteau, qui sont positionnées donc sur ces épaisseurs de la Terre. En fait, c'est le mouvement entre elles qui va justement amener au déclenchement comment on pourrait expliquer ça? Le mouvement entre elles va faire que ça va faire bouger la Terre, effectivement. Mais pourquoi est-ce que ça bouge entre elles? Parce que c'est pas un truc qui est complètement uni, c'est un enchaînement de couches et de plaques. Et du coup, au niveau de ça, ça peut former ce qu'on appelle des divergences et ça peut avoir des collisions ou des substitutions. Et alors, le schéma est un peu flou, mais j'ai trouvé que ça pour essayer de vous le représenter assez bien. On a ce qu'on appelle la faille normale et la faille inversée. Est-ce que, d'après le schéma, si je vous laisse le regarder, sans forcément lire ce qu'il y a en dessous, qu'est-ce que vous pourriez me dire par rapport à ça? Qu'est-ce qui se passe sur ces failles normales et la faille inversée? C'est quoi le processus qui change? Qu'est-ce que vous voyez? La faille normale, elle est plus large. Elle va Mhm. se casser plus largement. Alors que la faille interne va se... La faille normale, elle s'écarte, alors que la faille inverse, elle se rapproche. Exactement. Donc, c'est un processus où, dans le sens, on appelle ça l'écartement, on appelle ça la divergence. C'est important de rappeler ça. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un ophtalmo ou tout ça, où des fois on peut avoir au niveau des yeux des problèmes de convergence, des problèmes de divergence. Et donc divergence, où quand tu vas loucher, tes yeux ils vont partir, et quand tu peux loucher, tu peux avoir aussi un problème de trop convergence, dans le sens où tes yeux se rapprochent trop. Bon, bref, ça c'est autre chose, mais c'est juste pour que vous preniez bien la différence entre divergent et convergent. Donc, vous avez ici la représentation de deux plaques, ok? Une plaque à gauche, une plaque à droite, ou une même plaque qui se fissure, ok, qui se sépare,
dû à une collision ou à autre chose, ou enfin peu importe. Et donc ces deux compartiments, en fait, ils vont s'écarter. Donc c'est ce qu'on représente ici avec les flèches des forces qui montrent qui s'écartent. Et donc on parle de convergence, c'est-à-dire qu'il y a une séparation des deux compartiments, et du coup c'est ça qui va écarter et du coup comprimer et modifier du coup le positionnement de la plaque équatoriale. Autrement dit aussi, au niveau de la hauteur de ces plaques-là, vous voyez bien que potentiellement, si c'était un carré comme ça, et que il y a du coup ces divergences, ça fait comme ça, il y en a un qui diminue, vous êtes d'accord? Donc, comment on pourrait dire ça? Le niveau entre la plaque de base et la nouvelle plaque, elle est modifiée. Il y a une diminution à une descente de la plaque. OK? Oui. Comment vous pourriez m'expliquer ça, mais du coup dans le sens inverse, pour la faille inversée? Qu'est-ce qui se passe au niveau de ces plaques? Il y en a une qui monte et une qui descend. Mhm. Alors, c'est pas une qui monte et une qui descend, dans le sens où la faille normale, c'est vraiment ça, c'est les deux compartiments qui se séparent et qui divergent, et donc il y en a un qui descend, l'autre il bouge pas en fait, il y en a un qui descend et il diverge, il se sépare. La faille inversée, c'est pareil, il y en a un qui bouge pas et l'autre qui monte, ok? Ils se rapprochent en fait entre eux et du coup par ce rapprochement forcé, cette convergence forcée, crée qu'il y a un des compartiments qui est supérieur et qui monte par rapport à l'autre. Est-ce que ça va pour ça? Oui. Ok. Là, maintenant, du coup, on va se rapprocher des roches. Donc, c'est ce que tu m'as dit un peu tout à l'heure. Tu as parlé à un moment donné de sédiments au tout début du cours. C'est les roches. Il y a plusieurs types de roches. Est-ce que vous connaissez les possibilités de roches possibles? Sédimentaire, Sédimentaires. euh, Qui magnétique, fait référence à quoi? À quoi font référence les, les roches sédimentaires? l'érosion. L'accumulation, À quoi? J'ai pas entendu. à l'érosion. Hmm. L'érosion, t'as dit? Oui. Non, c'est pas celle-ci. Ah, d'accord. À l'accumulation des sédiments. Ouais, c'est une accumulation. C'est pas- Ouais, on peut dire sédiment. Ok, pour moi, c'est pas le meilleur terme, mais les couches, enfin les roches sédimentaires, en fait, c'est souvent des altérations de certains matériaux de base, ok, de certaines autres roches. Et en fait, elles se consolident un peu entre elles et entre nouveaux matériaux. Et du coup, c'est ce qu'on appelle des roches qui sont issues des préexistantes. Ouais, oui, c'est ça, les roches qui sont préexistantes dans le sens où vous aviez déjà une première roche qui a été abîmée et du coup, ça devient une roche sédimentaire. Au niveau de ces natures-là, souvent vous avez des natures qui sont d'organismes vivants avec des fossiles fréquemment, vous voyez, donc tout ce qui va être les fossiles, c'est quoi? Les fossiles, ça, c'est les os Ouais, c'est ça. des dinosaures. Ouais. C'est quoi du coup? Finis tes Des questions. os. Ouais, des os, des ossements. Donc les roches sédimentaires, ça fait partie des ossements. Vous avez aussi les roches qu'on appelle stratifiées et d'autres roches qui peuvent venir d'autres natures, mais qui sont en fait des bases sur une altération d'une roche particulière. Ok? Le calcaire aussi, ça fait partie des roches sédimentaires. D'accord? Oui. Oui. Quel autre type de roche vous connaissez? Les roches magmatiques. Ok? Qu'est-ce que c'est les roches magmatiques? C'est le magma du volcan qui se refroidit. Du coup, bah, il devient tout dur. Ouais. Je sais Qu'est-ce que vous avez par rapport à ça? Bah, bah, que c'est. Ça provient du magma. Mais comme Ouais, mais le magma sous quelle forme? du liquide, le magma. Du coup, vous avez une roche qui est liquide, Non, qui se qui est refroidit. solide. Oh, ouais, qui se refroidit et qui est solide, dans le sens où les roches magmatiques, ça provient de l'érosion du volcan. Le volcan, ou tout ce qui en fait partie, coule, ok? Et donc la lave, on est d'accord, c'est liquide, c'est du magma, et ce refroidissement du magma provoque des gros blocs de roches, et donc ce qu'on appelle les roches magmatiques. Il y a plusieurs types, il y a les volcaniques ou les plutoniques. Est-ce que vous connaissez la différence? Comment? Il y a les roches volcaniques et les roches plutoniques. Est-ce que vous connaissez la différence entre les deux? Non. Non.
La roche volcanique, c'est ce qui est formé à la surface du volcan. C'est ce que, si vous allez voir un volcan, euh, tout ce que vous allez retrouver, donc des espèces de roches, bah, du coup magmatiques, des espèces de magma du coup solidifiées, c'est ce qu'on appelle les roches volcaniques, c'est ce qui est à la surface, c'est ce qu'on peut toucher. Ok. Au niveau du constituant, souvent c'est du basalte, on appelle ça comme ça. Euh, Les roches, elles sont quand même relativement grosses, mais elles ne sont pas considérées comme des fossiles. Ok. Les fossiles, c'est vraiment des ossements ou des pierres très particulières. Mais donc, les volcans, enfin les roches magmatiques, elles sont vraiment considérées comme juste des grosses roches, des gros amas de, solidification magmatique. Ensuite, on a les plutoniques. Elles, c'est tout ce qui va être de la solidification du magma, mais en profondeur. Donc, vous, si vous allez vous promener sur votre volcan, vous n'allez pas pouvoir l'attraper. Il faut des machines, il faut des trucs un peu spéciaux. On va le chercher au niveau de la croûte continentale et c'est ce qu'on appelle le granit. OK? Est-ce Euh, ouais. que vous avez suivi ou pas? Oui, c'est vrai. Au niveau de la texture, elle est un petit peu différente de la première, celle que vous allez toucher sur qui est formée à la surface du volcan, etc. Alors, j'ai plus l'aspect en tête, mais c'est quand même quelque chose pas tout à fait lisse, mais au niveau de la texture, c'est quand même différent. On n'est pas sur quelque chose qui est complètement cristallisé, mais pas enfin, c'est pas du cristal, mais on s'en rapproche pas loin. C'est dans le sens où c'est presque cristallisé, mais pas trop. Alors que pour les roches plutoniques, on est sur une roche qui est complètement cristallisée. Ok? Ok. Ça va pour ces différences-là? Oui. Et encore une fois, elle, du coup, c'est pas non plus un fossile, et c'est une grosse roche, c'est un gros truc massif. Ok. Et enfin, du coup, les roches métamorphiques, est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Oui. Oui? Oui. Qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport à ça? Bah, que c'est des roches qui se dégradent dans l'eau à haute température. Ouais. Qu'est-ce que vous pouvez dire d'autre? Bah, c'est à cause ça peut être à cause du sel dans l'eau. J'ai plus cette info forcément là-dessus par rapport J'ai un doute si c'est par rapport à ça, mais effectivement, il y a une partie comme ça. Ouais. Mais comment elles sont formées, ces roches? Les roches, par, par l'eau, due à la température. Il y a un effet sur la température, sur la pression de l'eau, et souvent parce que c'est déjà, comme vous avez dit, des roches existantes, dans le sens où ces roches existantes, soit elles sont détruites et abîmées par certaines choses, mais soit surtout elles sont transformées. Métamorphiques, métamorphose, ça vient de ce terme-là. OK? Ok. Donc potentiellement, c'est des roches qui, on ne sait pas, elles sont à un autre niveau peut-être un peu mieux, et puis au niveau c'est pas la croissance, mais du coup plutôt la décroissance, elles vont se métamorphoser, changer sous la pression, sous effectivement peut-être le sel, l'eau, etc. Ça, c'est possible, mais j'ai pas le doute forcément là-dessus. Et encore une fois, donc c'est des roches qui sont pas considérées comme des fossiles. Euh, Ça reste des gros minéraux, des blocs de minéraux, et vous avez un exemple qui s'appelle le gneiss. OK? Exemple de roche possible. Est-ce que vous avez des questions sur ça? Mhm. Ça va? Oui. OK. Je propose un petit QCM par rapport à tout ce qu'on a dit. Alors, la question 1, elle est là et le reste de réponse, c'est là. Ok. Qu'est-ce que vous pourriez dire sur la première? 2900. Laquelle? 2900 km. Mm. La 5. Mais Non. non. Ah, oui. La croûte continentale, épaisseur moyenne. 4. Non. Vous vous en souvenez ou pas? Non. On a vu au tout début. Ah, 30 km, entre 30 km, 30 70 km. Ça, c'est les épaisseurs moyennes. Épaisseur, la croûte continentale, on est entre 30 et 70 km.
la croûte océanique entre 6 et 10 kilomètres, ça, c'est des valeurs par rapport à l'altitude de la mer. Ces Mm. valeurs-là qu'on a parlé tout à l'heure. C'est pas l'épaisseur, c'est des valeurs et des moyennes. OK? Ok. Donc, quelle réponse ici pour celle-ci? Donc, 70. Ouais, 30 et 70. OK. Pour la 2. Mm. Calcaire. Non. Le calcaire, ça fait partie de quoi, on a dit? Roche sédimentaire. Des? Roche sédimentaire. Je comprends pas ce que vous me dites. Les roches sédimentaires. Oui, des sédimentaires. Ici, on n'est pas sur la croûte océanique, du coup. Mm. Ok. Voilà. Le rhyolite. Non. Granit Et je remonte plus haut. Oui, s'il vous plaît. Périodite. Vous voyez où c'est écrit ou pas? Oui. De péridotite. C'est bon? Oui. De péridotite. Ah non. Croûte océanique. Vous avez lu où, vous? Périodite. Composé de périodite. Route océanique, épaisseur 6 à 10 kilomètres, composée de... Basalt. Ah ouais, vous avez lu où, vous? Vous avez lu Voilà. sur le manteau. Oui. À la question. On Ah, reprend. La croûte océanique, c'est quoi? C'est le manteau ou c'est la croûte? c'est la croûte. C'est la croûte, Oui. pas le manteau. Donc, pourquoi vous me donnez les infos de la composition du manteau? Non, laisse tomber. C'est pas grave. Donc, du coup, bonne réponse, c'est quoi ici? Le basalte est le dernier. Très bien. Ok. Ah, ok. Ok. La 3. Il est particulièrement fondu et déformable. Ouais, c'est bien. Est-ce que vous voyez une autre proposition ou pas? Liquide et, liquide et responsable du champ magnétique. Vous êtes sûr? Ah, non. Pour le manteau, Non, qui est responsable? Qui est liquide et responsable du champ magnétique? c'est la croûte, Non? le noyau Oui? Quelle partie du noyau? inférieur, non, Non. inférieur. On a dit, le noyau inférieur, c'est ce qui est le plus au milieu. Le Hmm. noyau inférieur, c'est vraiment celui qui est concentré, qui est vraiment tout petit. Il est composé de fer cristallisé, il est vraiment minuscule et très solide. Le noyau extérieur, lui, il est composé de liquide et de fer qui est sous forme liquide. OK? Donc, ici, sur ça, et responsable du champ magnétique, c'est le noyau. Oui. Noyau externe. OK. Il n'y a pas d'autre proposition ici. OK. La 4. Calcaire. Ouais. Vous en envoyez une autre ou pas? Euh, non. Non. Très bien. La 5. Le fer, Ouais. De type cristallisé ou liquide? Si je vous posais une question un peu plus, vous direz quoi? cristallisé. Hmm.
Et au noyau externe, il est comment? liquide, Ouais. Bien. La 6. niaise. Là? Le 4 Ouais. Ok. Et la 7.4. Très bien. Est-ce que vous avez des questions sur ça ou ça va? Non, c'est bon. Petit vrai ou faux? Ici, si c'est vrai, bon, ok. Si c'est faux, il faut essayer de m'expliquer pourquoi c'est faux. C'est faux. Pourquoi? Elle est plus fine. Ok, c'est laquelle du coup qui est plus épaisse? Et la côte continentale. Ok, très bien. Vous vous souvenez de la dimension ou pas? Ah non. Ah non. Ah non. Ah, 30 et c'est 60. ça. Ah, Ouais, 30 et 70. Et l'autre? 10, 6 à 10. Très bien. Ah, c'est bon, pas besoin de remonter du coup. Ok. Hop. La 2. Euh, euh, oui, Ok, très bien. La 3. Alors, on n'en a pas parlé de ça. Ah oui, euh, je l'ai retiré. J'ai oublié de retirer sur, euh, sur ça. J'ai oublié ça. ok. J'ai retiré sur le cours et sur les QCM que j'ai fait, mais j'ai oublié sur le vrai ou faux. Ça vous Hmm, concerne pas. Faux, faux. Les Pourquoi? composés de liquide. Ok, ok, très bien. Et ensuite? Euh, Vrai, Ok. Et la 6? vrai. Ok. Bon, c'était plutôt rapide ce cours-là. Je pensais qu'on aurait pris quand même un peu plus de temps. Est-ce que vous avez des questions sur ça ou pas? Non. Est-ce que vous avez autre chose à potentiellement revoir? Parce que du coup, il nous reste quand même pas mal de temps. Hmm, Non? Alors non. sinon, ce qu'on va faire, c'est je vais retourner sur les cours précédents et je vais vous poser des petites questions. Euh... donc, hum. On va commencer tranquille. Si je vous repose quelques petites questions sur l'immunité innée, vous me diriez quoi? Immunité innée. Ah, adaptative et... c'est quoi? Adaptative et inné. I- Non. Ah, Juste immunité innée. ok. Rapide. Rapide, La partie mémoire, mémoire. on l'obtient dès la naissance. Ok, Première ligne de défense. ok. Euh, des barrières physiques, chimiques et biologiques et logiques. Ouais. Quoi Euh, d'autre? Ça, en fait. Mhm. Si je vous Euh, demande maintenant, attends, parce que sinon je vous avez les réponses là. Si je vous demande, qu'est-ce qui se passe en cas d'infection? il y a une détection. Ok. Après? Il y a des signaux qui sont envoyés. Ok. Ensuite, Après. il y a beaucoup de sang Ouais. Une arrivée des cellules immunitaires, donc du sang, mais de la cellule immunitaire. Et ensuite? en création de l'antigène. Ouais, non. Autre chose. Quand les cellules, elles arrivent, qu'est-ce qu'elles font après? Elle les mange. Ouais, ça s'appelle comment? C'est la destruction.
Ça s'appelle comment ce processus? Moi, c'est plus. La Ocytose. phagocytose. Processus de la phagocytose. Qu'est-ce que c'est? Oui, c'est les cellules qui sont détruites. Les cellules infectées qui sont détruites. Ok. Par quel type? Donnez-moi deux types de cellules capables de phagocyter. La, la lymphocyte B. Non, Ah, le TD8. non plus. C'est des Ah, noms. mince. On a les neutrophiles, macrophages ou les cellules dendritiques. Vous vous en souvenez ou pas? Oui. Ok, donc ça, c'est ces trois types de cellules qui sont possibles de phagocyter. Euh, Vous pouvez me parler de la composition du sang? Du plasma, majoritairement du plasma, des globules rouges, Ouais. globules blancs, c'est tout. Non, il y en a un autre très important. Euh, protéines. Alors, les protéines, c'est où? Ouais. Mm. Protéines, c'est dans le plasma. Mm. Donc, vous avez cité plasma, globules rouges, globules blancs, requin. Et Les plaquettes. ouais. Les plaquettes qu'on appelle aussi comment? Vous savez? Donc, Thrombocytes. ouais. Ah, ok. Thrombocytes, les globules rouges, on les appelle comment? L'oxygène. Non, ça, c'est leur rôle. Comment on les Ah, appelle? bon, je sais pas. Je sais pas. Érythrocytes et les globules blancs, leucocytes. Ouais. OK? Ok. Le rôle du coup des globules rouges, transport de l'oxygène. Des globules blancs, Tue les bactéries. ouais, ils sont assez acteurs dans l'immunité, donc effectivement, ils tuent les bactéries, d'accord? Et les plaquettes, c'est quoi leur rôle? Transporter le sang. Non. Mm. Ça suit en fait le cours du truc. Les plaquettes, ils viennent après l'infection pour réparer, pour coaguler. Ok, enfin, pas forcément après pour réparer, mais enfin si pour réparer, mais pas forcément pour combattre l'infection, mais pour la coagulation. Comme vous avez expliqué, si vous avez des problèmes de coagulation, bah si vous vous faites un petit bobo sur le doigt et que vous saignez, bah ça va mettre beaucoup plus de temps à coaguler parce que les plaquettes ont un problème. Ok? Oui. Je me souviens plus ce qu'on a eu. Euh, si. C'était quoi les minces, comment on avait appelé ça? Ah, j'ai un trou de mémoire, attendez. Regardez pas, fermez les yeux. Ok. Trichez pas. Et Je recherche le terme pour pas vous induire en erreur. Trichez pas, je vous vois les yeux ouverts là. Bah si, on en avait parlé. Bah, je suis persuadée qu'on en a parlé. Ah si, c'est bon. Les symptômes visibles. Comment on avait parlé de ces symptômes visibles-là? On avait dit quoi? C'est quoi les symptômes visibles? chaleur, c'est la chaleur, la douleur, Comment? la chaleur, la Ouais, douleur, la rougeur, le gonflement, parfait. La chaleur, elle est due à quoi? euh, pression dans la température. Ouais, mais C'est pourquoi il y a vraiment- plus... pourquoi il y a de la température ici? il y a une pression. Ouais. Ah, on refait dans l'ordre. Si on prend la rougeur. La rougeur, elle est due. Pourquoi est-ce qu'il y a de la rougeur? Parce que pour le sang qui circule, il y a une vasodilatation. Vasodilatation. Très bien. Vasodilatation égale plus de sang. Ok, les Ouais. vaisseaux qui s'élargissent. Très bien. La chaleur. Pourquoi est-ce qu'il y a de la chaleur? C'est une pression. Ok, il y a une pression parce qu'il y a plus d'afflux sanguin. Ouais. Donc, il y a une pression supplémentaire. Donc, le sang, il réchauffe la zone en question. Ok. La douleur. Douleur, euh, Pourquoi c'est de la douleur? euh,
détection des plaques. Pourquoi vous parlez de plaques? Bon, bah, genre de la barrière. Ah, alors des barrières, oui, dans le sens où c'est dû à la pression des tissus sur Ouais. les barrières. Ok, la pression des tissus sur les barrières, ou aussi aux médiateurs chimiques, dans le sens où ça peut, si vous avez une douleur là et qu'il y a un petit nerf ou quelque chose qui passe, c'est d'envoyer un signal et de dire qu'il y a une douleur parce qu'il y a un problème à ce niveau-là. Et le gonflement, C'est une réaction chimique. ouais. Pourquoi, c'est quoi la réaction chimique en question? Ah, avec le vaisseau et tout. Bien. Le gonflement, c'est dû à l'œdème, à l'accumulation de sang et la libération. Vous vous souvenez, on a dit avec le plasma qui sort du sang au moment enfin, qui sort du tissu, pardon, au moment de cette inflammation-là, crée de l'œdème. Et du coup, l'œdème crée le gonflement. OK? Oui, L'immunité adaptative, qu'est-ce que vous pouvez dire dessus? c'est la deuxième ligne de défense. Ouais, Elle est pas en cours de la vie, du coup. Oui. ouais, Elle a une mémoire. ouais. C'est quoi Et les acteurs principaux? comment? C'est quoi les acteurs principaux? Lymphocyte B et Ouais, c'est quoi leur rôle? B, détruire les cellules infectées. Non, ça, c'est Non. le lymphocyte T. Ah oui, produire les antigènes. Ouais. Et la lymphocyte B. Ah, pas antigène, hein, anticorps. Anticorps, pardon. Antigène, c'est autre chose. Donc, produire les anticorps, OK. Les lymphocytes T, on a de quel type? LT4. Ouais. CD4 et CD8. Le Euh, CD4, c'est quoi son rôle? détecter les bactéries. C'est Non? détruire. C'est qui détecte les bactéries? C'est en amont. C'est pas eux qui détectent les Ah, bactéries. ok. Les lymphocytes T, les deux types. Le lymphocyte CD4, lui, il coordonne les réponses immunitaires. D'accord? Lui qui va dire, c'est le chef de chantier, toi tu fais ça, toi tu vas faire ci, toi tu fais ça. OK. Et le CD6, CD8, pardon, le cytotoxique, lui, c'est lui qui va tuer les cellules infectées. OK? Ok. Ça va là-dessus? Oui. OK. Qu'est-ce qu'on pourrait revoir aussi? Qu'est-ce que c'était ce cours-là? Je me souviens. La mitose. On a vu la méiose aussi? Je me souviens plus de ce qu'on avait fait. Hmm. OK. Alors, attendez, je remets juste sur ce cours-là pour que voilà, il y ait la page. OK. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur la mitose? Une division cellulaire uniforme. Uniforme. OK. C'est quoi les étapes d'une mitose? Euh, prophase, métaphase, anaphase, télophase. OK. C'est quoi le résultat après la télophase? Qu'est-ce qu'on obtient? C'est deux cellules fines identiques. Très bien. Qu'est-ce qui se passe au moment de la prophase? La prophase. Ouais, au Euh, moment de la prophase. les chromatismes sont répartis. Elles sont? Les chromosomes sont divisés en deux. Divisés en deux. Pas encore. Ah, Ça, c'est la masse. Ah, ouais. au moment Euh, de la prophase, comment il est l'ADN? comment? Comment est C'est l'ADN condensé. au moment de la prophase? Comment est votre Ah, chromosome? il est condensé. Ouais, il y a une condensation de l'ADN, ok? Mm. Ils sont en train de s'épaissir et ils sont pas encore sous forme de chromosome. Pas Mm. total. Qu'est-ce qui se passe au moment... Ah si, oui, aussi, il y a un autre truc aussi. Euh, Attendez, comment je vous formule ça sans vous donner la réponse? Euh, Il y a une enveloppe nucléaire au moment de la prophase. Elle fait quoi? Elle est là ou elle disparaît? Disparaît. Elle disparaît au moment de la prophase et à quel moment on peut la retrouver, cette enveloppe nucléaire? À la téléphone. Très bien.
Ok. Et qu'est-ce qui se passe au moment de la télophase? Comment ça s'appelle la séparation des deux cellules? Le truc qui sépare les deux cellules, ça s'appelle comment? La vision. Attends. Hein. Non, la plaque équatoriale. Non, ça c'est. Qu'est-ce que c'est la plaque équatoriale? C'est le milieu. Hein. C'est C'est euh, d'accord? Vous avez votre cellule. ah Ça, oui. c'est la plaque équatoriale. C'est là Ah, où, au moment de la métaphase, tous les ah, chromosomes vont venir s'aligner sur la plaque du milieu, qui est la plaque équatoriale. On est d'accord? OK? Moi, je vous demande comment ça s'appelle au moment de la télophase. Ça, là, ce qui se passe ici, ça s'appelle comment? la, la ligne d'enveloppe. Non. Ah, je sais plus. La cytodiérèse. Vous vous en Ouais. souvenez, ça? La Mm. cytodiérèse, c'est l'aide à la séparation des deux cellules. OK? C'est Ok. comme si ça formait un espèce d'étranglement, en fait. Ça sépare pour qu'elle puisse se détacher. Ok. OK? Au niveau de la cellule, comment ça s'appelle ça et ça? L'épaule. OK? Et qu'est-ce que je peux vous poser d'autre comme question? Bon, sur la mitose, ça a l'air d'aller. La méiose, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur la méiose? Il y a plus d'étapes. Qu'est-ce qui se passe? Euh, Qu'est-ce qui se passe au moment de la méiose? et une division dès le début. Ouais, continuez. C'est quoi la différence entre la mitose et la méiose? Bah, il y a deux cellules. Elle est, elle a plus d'étapes. Mais plus d'étapes, pourquoi? C'est quoi la différence? Bah, elle est plus longue. Ok, mais le résultat est le même, que ce soit pour la mitose ou la méiose? Comment? Le résultat Ah, d'une mitose et le résultat d'une méiose, c'est le même? non. C'est quoi la différence? Ah, bah, il n'y a pas de cellules à la meilleuse à la fin. Il n'y a pas de cellule à la méiose. Une méiose se finit par quatre cellules filles haploïdes. Ah, oui, c'est bon. Ah, oui. Ok. Dans une cellule, dans une mitose, vous avez deux cellules filles diploïdes identiques. Ok. Donc, on peut écrire 2n égale 4, alors que pour la méiose, pardon, vous avez quatre cellules filles identiques haploïdes, qu'on écrit n égale 2. Ok. C'est-à-dire, haploïde, ça veut dire quoi? Et, c'est pas... Ah, bah, voilà, faut poser la question si vous ne savez pas. Haploïde, ça veut dire chromosome simple. Dans votre cellule, le résultat de la méiose, vous avez quatre cellules. Alors, faut pas que je les colle, hein, mais voilà. Vous avez quatre cellules issues de ce qui s'est passé avant, d'accord? Donc, ce que vous avez avant, c'est quoi? Ça s'appelle comment ça? Ce que vous avez avant. La télophase. Oui, Donc, si on reprend les étapes, on est d'accord? C'est comme pour la mitose, prophase, sauf qu'on dit prophase 1, métaphase 1, anaphase 1, télophase 1, prophase 2, métaphase 2, anaphase 2, télophase 2. Et là, vous avez le résultat ici de votre méiose. Qu'est-ce que vous avez? Quatre cellules haploïdes, c'est-à-dire, autrement dit, ça c'est mes chromosomes que je dessine, c'est ça qui se passe pour la méiose. Alors que chez la fille, n'importe quoi, chez la mitose, vous avez votre seul chromosome, enfin votre seule cellule qui était ici. Quand vous la redivisez, elle se divise qu'en deux. Vous avez une cellule là et une cellule là, et dedans, vous avez deux fois les chromosomes. Vous êtes d'accord? oui. OK? Oui. Ça, c'est la grande différence entre l'anaphase et la télophase. Est-ce que ça va pour ça un peu mieux ou pas? Oui.
Ok? Si je vous demande ce qui se passe à la face S du cycle cellulaire, vous me répondriez quoi? Réplication de l'ADN. Ok? Qu'est-ce qui se passe à la face G1? Condensation de l'ADN. Le chromosome. Non, ils sont décondensés à la Ah, face dépendance. Ok. G1. Ok? Il se passe quoi d'autre? Il se double. Ouais, il se double dans le sens où il y a une croissance de la cellule. Ouais, Mm. doublement une croissance de la cellule. Et Mm. c'est des chromosomes ou pas? Non, chromatide. Chromatide. Très bien, c'est des chromatides. Ok. Vraiment d'autres questions là-dessus. Je suis en train de réfléchir. Si, tout à l'heure, vous m'avez dit, ça m'est revenu qu'après, sur la cellule, vous m'avez dit ça, c'est le pôle. Mais ça s'appelle comment autrement? Si on ne dit pas le pôle, c'est un autre nom. Les extrémités. Non, Les... Non. le centromère. Vous vous en souvenez ou pas? Ah oui. Le centromère. Et du coup, si on revient juste un peu là, ça, c'est le centromère. Ça s'appelle comment quand ça va attraper les chromosomes qui sont là? Ça s'appelle comment ça? Les lignes de dissuasion. Non. Les lignes de dissuasion. Dissuasion. Non, Non. ça commence par un F, Les os noctiques. presque. Mitotique. Zomitotique. OK? Oui. Ça va là-dessus. Ouais. Faut que vous voyez rapidement juste les termes, parce que dans le sens, là, pour l'immunité innée, je suis revenue chercher loin quand même des trucs de mitose et méiose, à part que, bon, la méiose, faudrait peut-être la revoir un petit peu, mais sur le reste, franchement, c'est plutôt pas mal et je suis assez contente de vous. Pas de questions sur ce qu'on a fait aujourd'hui? Est-ce que dans l'ensemble, c'est clair? Non, c'est bon, c'est bon. Ça va? On Oui. s'arrête ici pour aujourd'hui. Moi, je vous envoie le document du cours d'aujourd'hui. Vous me tenez au courant si vous voulez qu'on fasse un cours la semaine prochaine. Et si oui, sur et on se tient au courant. OK? D'accord. Je vous souhaite Merci. une bonne après-midi. Au revoir. Merci à vous aussi. Merci, au revoir.